Comment ça va, Jenny? On lui dit, on va lui apporter une bite. Eh oui, vous avez bien entendu. Il n'y a que Marie Lichtenberg qui pouvait oser un truc pareil sur le marché de la joaillerie. Je l'avais rencontrée en juin 2019, elle démarrait tout juste. Depuis, elle a fait son chemin à la vitesse de la lumière. Venez, je vous emmène à Saint-Germain-des-Prés, elle va nous raconter tout ça. T'es belle Marie, mais tu te lèves à quelle heure le matin pour enfiler tout ça? À 7h du mat. Et c'est pas impossible que je prenne ce qui me tombe sous la main dans un premier temps. J'ai des pièces que je mets absolument tous les jours. Ouais. Comme une bonne dingue, un peu superstitieuse. Plus il y en a, mieux je me sens. Et après, je vais changer ce que j'ai autour du cou. J'ai le blunt, Ouais. qui est mon préféré, mon lock-up préféré. J'ai l'ébène, Ouais. le scapulaire ébène. Et j'ai quelque chose que j'adore, qui est une rivière de diamants, que je porte tous les jours aussi. Et puis des boucles de temps en temps. Mais je suis pas à l'abri de pouvoir sortir avec des couronnes sur la tête, je suis pas... Voilà, et des bagues. Et beaucoup de bagues. C'est un full-time job. Mais j'aime tellement ça. Le bijou vintage est hyper important et je porte des choses qui sont très chargées, même émotionnellement, ça m'aide aussi beaucoup. Dans la créa, donc le bijou, ouais, 7h du mat. Parfois besoin d'un peu d'aide pour tout enlever, mais c'est pas grave, c'est un staff. Depuis notre première rencontre, ça a pas mal évolué. Tu me remontres les premiers loquets? Il y en a quelques-uns qui sont là. Ils sont tous toujours un tout petit peu liftés au fil des années. Le premier, qui est toujours là, qui est un de nos best-sellers, c'est le Love You to the Moon and Back. Tu avais les grands loquets or, tu avais le bonheur, mais nos basiques sont encore là. Après, on est allé s'entraîner sur d'autres choses, plus complémentaires, mais l'idée, c'est pas de se perdre. Essayer de garder cet ADN du début. Il y a quelque chose de fort qui s'est installé tout de suite. En 2 ans, j'ai vu un changement radical sur la marque. Tu peux nous dire à quel moment a eu lieu le point de bascule? Il a commencé quand notre produit a commencé à être en danger, quand la contrefaçon est arrivée, de façon ultra violente. Ultra violente, c'est-à-dire que la contrefaçon était à des endroits où on n'était pas, jusqu'en Amérique du Sud, dans des stations-service, le truc est devenu dingue. Et c'est vrai qu'on était très très focalisé sur le produit, il y avait une demande grandissante, mais on n'avait pas de signature dans le mail, enfin c'était pas structuré. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu asseoir notre identité et revendiquer le fait qu'on était là en premier et que notre savoir-faire était ultra important. Et donc on a réfléchi assez rapidement au fait qu'il fallait installer une marque. En fait, on n'était pas dans la marque, c'était pas l'idée, on n'était pas là-dedans. C'était une jolie histoire, tout était fait de façon ultra organique. Tu te souviens, je vendais les bijoux dans le coffre de la voiture, dans les toilettes de bar, mais c'était hyper sympa, sauf qu'à un moment, on a vu que les choses pouvaient nous échapper, et donc on a décidé de construire une marque. Donc il a fallu larguer en fait, créer une rupture. On était sur l'artisanat indien, on était sur quelque chose sur le voyage, et tout ça en 2-3 ans avait de toute façon évolué. Puis on avait besoin de se libérer et de créer une page blanche pour pouvoir créer exactement ce qu'on voulait. Donc la rupture était nécessaire, même si c'était une rupture un peu brutale, je suis tellement contente de l'avoir fait, parce que c'est ça qui a tout boosté en fait. Est-ce que tu as hésité une demi-seconde pour faire ce changement radical? Le jour où tu shut down ton Insta, que tu vires tout Ouais. et que je te dis pas que t'es détendu, en fait c'est tellement gratifiant, tu peux pas faire les choses toute seule. Et quand tu commences à fédérer des personnes que tu admires, dont tu adores le travail et que les mecs adhèrent à ton projet et que tu arrives à rassembler tous ces gens-là autour de ta vision, ton projet, c'est fou. J'avais besoin aussi de sortir la tête du seau. Parce que comme tu le sais, quand tu es sur de la prod, sur du dev de produits, tu as tellement la gueule dedans. Ça m'a donné beaucoup de liberté et ça m'a donné confiance. Ça a été un reset. Couture à Vegas, c'est le plus grand salon de la joaillerie créative. Raconte-nous comment tu as vécu ce moment exceptionnel pour toi. Couture, c'était fou. Couture, c'était fou parce que je pourrais pleurer. Tellement c'est un truc fou parce que, en fait, quand j'ai commencé ce métier, j'ai pas fait d'études là-dessus, j'ai rien étudié, je fais pas partie du CERA, je ne connais rien de rien. Comme j'apprends 8 millions de trucs par jour, ça commence à rentrer. Mais je me souviens, on est arrivé à Couture, on a fait l'installation, on a fait le tour. Comment te dire, si tu veux, t'es à côté des plus grands, il prend une claque monumentale et j'ai pris Alex par la main. Je lui ai dit, Alex, on n'aura rien. On est déjà tellement content d'être là, parce que tu as toujours un petit espoir d'être contre-marque, etc. Et donc on s'attendait à rien. Et le dernier jour, on a reçu une nomination. C'était complètement dingue. Moi, je pense que j'ai commencé à aller chialer dans les toilettes
Déjà, c'était même d'être juste la nomination, c'était extraordinaire. Je pouvais m'en aller prendre mon avion en disant c'est bon les mecs. Et on a gagné le prix du meilleur espoir. Ouais. Et c'était fou. C'était fou parce que ça te, tu vois, ça te dit que si tu crois à ton truc et que tu vas jusqu'au bout, en fait, il y a des choses incroyables à la clé. Et d'avoir été adoubé, alors après c'est une année, on remet le truc en jeu cette année, on bosse comme des dingues pour y retourner en juin. Putain, cette récompense, j'ai toujours été freelance dans la démerde, etc. Ce truc-là, ça m'a donné des ailes. C'est-à-dire que tu sors de là, t'es sonné, mais t'envoies à ton mari que t'as planté avec les 2 gosses à la maison, t'envoies à tes parents, t'envoies à tous les ateliers. C'est tellement important parce qu'on a des ateliers de ouf qui nous ont ouvert la porte. C'est-à-dire qu'on n'est personne. On est ça dans l'industrie. L'industrie est tellement monstrueuse de pouvoir dire à ces gens genre merci de nous faire confiance et regardez, on va peut-être faire un truc de ouf. Franchement, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Tu as combien d'ateliers qui travaillent pour toi aujourd'hui? Je dirais 5 dans 3 endroits différents. Dans 3 endroits différents. Ouais, et puis bien éloignés les uns des autres. Toujours l'Inde ou plus l'Inde? Toujours l'Inde. L'Inde est très importante parce qu'elle continue à donner ce twist de produit. Après, on a une prod quand même ultra active en Italie. On bosse avec des fous furieux. On a des plus petits ateliers qui sont ultra importants comme les ateliers italiens qui font des trucs juste exceptionnels. Donne-moi sur tes produits des exemples des différents savoir-faire de tes ateliers. Celui-là, on peut probablement, qui est le plus parlant, qui est un loquet tout en ébène et en or 18 carats. Il est totalement fait à la main. Ça, c'est un homme incroyable qui s'appelle Gianni, qui a 75 ans, je crois. Sa tante avait mis au point les serpentides chez Bulgari. C'est des finitions impeccables, c'est des qualités de diamant complètement dingues. Une finition florentine. Alors voilà. Là, tu as un mélange des embouts indiens, des chaînes allemandes, c'est-à-dire que c'est aller chercher aux 4 coins du monde aussi des savoir-faire qui se complètent extrêmement bien et qui créent la complexité du produit. Par exemple, dans ce produit-là, tu as combien de pays? 3 pays. 3 pays, ça c'est incroyable. Il y a 3 pays. Et c'est hyper important. Quand un produit va sortir de la même chaîne de production, c'est-à-dire que si tu fais la chaîne, le loquet ou le scapulaire au même endroit, on ne prendra pas le produit. C'est quasiment automatique. Ça ne marche pas. Oh là là, mais quel casse-tête! Tu es un génie logistique à la tête de ta prod? On a plusieurs, on en a 3 génies. Elles sont derrière, elles gloussent. C'est-à-dire qu'on a une équipe, elles ont encore du lait qui sort du nez. Parce que ma directrice de prod a 25 ans. Et en Italie, on a une femme incroyable qui sort de 40 ans de maison au Repossi, qui devait partir, et j'adore cette histoire. Christina, elle partait à la retraite. Elle est plus jeune que nous tous réunis, c'est une femme extraordinaire. Et on lui a demandé si ça la tentait pas de venir nous filer un coup de main, et c'est devenue notre directrice de prod sur l'Italie. Elle fait des allers-retours, on l'emmène dîner, faire des karaokés, n'importe quoi. Elle a plus de 70 ans, c'est complètement fou, quoi. J'imagine que ça a beaucoup changé ta vie, tout ça. Ouais, c'est difficile. Je voyage beaucoup. Je voyage alors avec des bijoux et beaucoup de culpabilité. C'est pas encore tellement réglé tout ça parce que j'ai de jeunes enfants. Donc voilà, on est en grand écart facial, sans échauffement des adducteurs, sans arrêt. Et ouais, j'ai le cul dans l'avion la moitié de l'année. Après, c'est le sujet du moment, c'est comment articuler tout ça de façon saine. Je pense que la seule façon d'avancer et de faire les choses correctement, c'est de se libérer de cette culpabilité justement et d'aller au bout de ce projet-là, moi qui est le projet de ma vie. Que mes enfants voient aussi que je suis heureuse là-dedans et que, tu vois, par exemple, couture, c'est con, mais tu pars 10 jours, tes enfants sont tout petits, tu rentres avec un prix. Mon fils s'en souvient. Tu t'es rentré avec ce que tu m'as dit, avec une récompense. En fait, ça fait partie du but aussi. Quitte à être dedans, à pas être beaucoup à la maison. Autant faire un truc, je sais pas si c'est exceptionnel, mais de faire le mieux qu'on puisse. Mais c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Bon, je suis complètement bluffée par ta bague Dick in a Box. Allez, tu nous racontes l'idée? La bague totem, on n'a rien inventé. C'est quelque chose depuis la Rome antique. Ça existe. L'idée de la Dick in a Box à la base, c'était de briser un tout petit peu la glace avec Gianni, qui est un monde extrêmement sérieux. Et on s'est dit, bon, ok, on est si jeune, les ateliers, ils bossent pour les grandes maisons, ça déroule, t'as besoin
de créer du lien avec les gens avec qui tu bosses. Et en fait, on s'est dit le seul moyen de lui tirer un sourire, de pouvoir lui dire coucou, comment ça va Jenny, ben, on lui dit on va lui apporter une bite. Ben, c'est pas grave, en fait on a fait bosser sur cette bague que j'adore, qui est totalement faite à la main. Donc on avait déjà cette idée de coffre, etc. Qui était réalisée par lui. Et comment est-ce qu'on finit la bague? Qu'est-ce qu'on fait? On va lui mettre une teub. Et je me souviendrai toute ma vie de ce rendez-vous avec Jenny qui a donc sa loupe, le diamant, et donc pardonnez-moi mais donc on a une demi-heure de réunion pour savoir comment on va sertir les couilles et le gland. C'est-à-dire que là c'est la magie du spectacle, tu te dis voilà, là la glace a fondu, là on est et je dis pas de conneries. Je pense que ça a emmené aussi les gens avec qui t'aimes travailler sur des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et c'était hyper important. Quelle est ta plus grande fierté? Le sentiment de fierté n'est pas un truc qui me secoue toute la journée. Je peux parler en termes de progression. Ça, je suis très très contente. L'ébène est très important. Il y a un truc aussi, je trouve qu'on est pas mal sur la complexité parce que là, par exemple, les scapulaires, en fait, on est en 3D. Donc on est sur des techniques, tu vois, de guillochage. C'est ultra complexe à faire. Je trouve qu'en termes de technique, on est très bon, tout en restant cool, visuellement parlant, c'est pas guindé, c'est pas... Mais moi, ce que j'aime, c'est la complexité insufflée dans chacune des pièces. Honnêtement, il n'y a pas une pièce qui sorte sans un énorme mal de crâne. Et c'est ça qui me rend très fière. Si je comprends bien, t'es complètement à l'opposé de l'uniformisation, c'est bien ça? Mais c'est notre ADN, je pense que c'est... Ouais. Le truc, c'est que ça sent. Il y a des produits dont je ne te montrerai pas là, je ne vais pas les désigner, qui ne m'intéressent pas du tout. Et si tu savais le nombre de trucs que je fais sortir des collections, mais c'est toujours la bataille entre le commercial et le design. Mais je pense que le design a pris quand même un tout petit peu le dessus dans la marque. Et c'est important. Mais il faut que ça reste friendly, ça reste happy. Et je suis très fière. Nos ateliers nous disent c'est pas possible. Non, Marie, c'est pas possible. Combien de points de vente Marie Lichtenberg dans le monde aujourd'hui? 50aine. Waouh. Ce qui n'est pas énorme. C'est pas énorme, mais c'est un choix. C'est une possibilité aussi. Tu dois livrer. On est principalement à l'international. C'est assez bizarre on quitte pas le pays, on est français. Saint-Germain-des-Prés, c'est marqué dessus, mais c'est vrai qu'on est très installé à l'international. Du coup, comment tu vois la France dans le marché de la joaillerie par rapport à l'international? Quand tu es dans ton bureau à Paris, en France, qui est un marché qui est très difficile pour la joaillerie, tu n'as pas ce prisme d'expansion que tu peux trouver aux États-Unis. C'est vrai que quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu là où on pouvait aller. Et qu'au fond, il n'y a pas de limite. Parfois, il m'arrive ici d'être un petit peu plus limitée parce que, oui, effectivement, il y a du prix, il y a beaucoup de contrefaçons. Là, c'est plus compliqué. Je trouve que tu as la clientèle aussi aux États-Unis. Tu as la clientèle, mais tu l'as en Corée, tu l'as dans le Golfe. Liberty à Londres, c'est exceptionnel. On est premier dans la joaillerie. C'est un truc. Ça, bah, voilà, c'était la semaine dernière, j'ai encore pleuré. On pleure beaucoup au bureau. Comme ça. C'est un kiff, c'est-à-dire que si tu veux, moi je suis totalement ahurie. Je me dis tous les matins, je me dis c'est fini. Dimanche soir, je suis au fond du rack. Tous les dimanches soirs, c'est terminé. Je le sais, je le sens, c'est fini. C'est complètement fou. Scapulaire, talisman porte-bonheur, tu serais pas drivé par une certaine forme de spiritualité? T'as ça, mais t'as aussi deux salles, deux ambiances. T'as des trucs avec des tubs et des pétards. Et t'as d'autres choses un tout petit peu plus, pas pieuses, mais je dirais good vibe. Est-ce que tu crois en Dieu? Je me dis que d'y penser de temps en temps et d'y croire, ça peut pas faire de mal. Non, je crois en l'intention que tu mets dans chaque chose que tu fais en fait. Et à ce que tu fédères autour de toi, à ce que tu renvoies aussi. Croire en Dieu, j'en sais rien. Après, il m'arrive de lui demander, quand j'ai du mal à me garer, à lui demander des places. Fille super cool ou psychopathe du détail? Parce qu'entre la façon dont tu portes tes bijoux, la déco de ton showroom ou tes prises de parole sur Insta, tout est ultra cohérent. La cohérence, ça serait pas ça la clé du succès de Marie Lichtenberg? Alors, il faut beaucoup de cohérence, ça je l'apprends pour une marque, on est que dans ça, que dans la cohérence. Mais je trouve qu'il y a un truc qui me ressemble beaucoup, et c'est peut-être la seule chose, c'est l'irrévérence. C'est-à-dire que j'ai eu une belle éducation, mais je dis beaucoup de gros mots. Je pense qu'à partir du moment où le cadre est beau, où tu as des bases exceptionnelles, faites à la main, tu peux mettre une top dedans. Parce que le cadre est exceptionnel. Et tu respectes. Chapeau l'artiste.
Next step, on se retrouve à Vegas pour couture. Faut venir à Vegas. Parce qu'en plus, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas.